Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Le ciel est sombre pour notre armée présente au Mali depuis maintenant près de 9 ans. Vendredi, le caporal-chef Maxime Blasco du 7e bataillon de chasseurs alpins a été tué par des djihadistes, portant le nombre de nos soldats tués sur ce théâtre d'opération à 52. Samedi, le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a critiqué la France devant l'Organisation des Nations Unies après la décision de Paris de retirer les forces de l'opération Barkhane. Je le cite. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Des partenaires qui sont peut-être, pour le Premier ministre malien, les hommes de la société privée paramilitaire russe Wagner. D'où notre grand débat, la France doit-elle se retirer du Mali? Et vous êtes désormais 89,6% à dire oui. Vous pouvez bien évidemment réagir au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Avec nous, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Alors la question se pose, est-ce que quelque part la junte militaire malienne, puisque s'il y a eu un coup d'état militaire au Mali malgré la présence, même depuis la présence militaire française, est-ce qu'elle a choisi une société privée paramilitaire russe plutôt que la France ? Oui, alors la France, évidemment, n'est pas la seule responsable, puisqu'il y a d'autres pays européens qui assurent la sécurité au Mali, mais le Premier ministre Choguel Maïga a été clair en évoquant le fait que, comme la France semble évoquer un redéploiement, pour ne pas dire un départ du Mali, ça ne veut pas dire qu'elle va quitter le Sahel, elle va se redéployer vers le Niger, le Mali n'a pas d'autre choix, c'est les mots qu'a utilisé le Premier ministre Choguel Maïga, de se retourner vers des sociétés militaires privées, en l'occurrence une bien connue désormais des auditeurs, la société militaire privée Wagner, dont le gouvernement malien évoque de plus en plus ouvertement un contrat qui ferait venir 1000 hommes pour un montant assez important pour les faibles finances maliennes de 9 millions d'euros par mois pour assurer la sécurité des autorités maliennes, la sécurité des bâtiments publics. Mais je précise quand même qu'il n'est pas question de remplacer Barkhane. Comment pourrait-elle, avec seulement 1000 hommes et sans un appui-feu, remplacer une opération qui engage 5000 hommes, seulement 2500 au Mali, mais surtout avec des drones et avec des hélicoptères et des avions. Donc il faut faire attention à penser que Wagner va remplacer la France. Symboliquement, le Premier ministre rappelle qu'il y a une divergence d'appréciation sur la manière dont on lutte contre les groupes armés terroristes. Et dans ce cas, effectivement, les autorités maliennes font appel à une société privée qui pesait d'un pays qui a montré son activisme, qui n'est pas forcément le même ou qui ne suit pas forcément les mêmes intérêts que celui de la France. Françoise Degois. Oui, enfin, le président malien fait du chantage. C'est ça. Là, c'était le Premier ministre. Le Premier ministre. Enfin, il y a du chantage masqué. Il dit, en réalité, vous partez, voilà ce qu'on fait. Parce que la question, moi, je veux bien que nos auditeurs disent à 90%, super, youplaboum, on part du Mali. Il faut quand même bien comprendre que après le le départ de Kaboul, ce serait peut-être pas une bonne idée. Mais même le Barkhane, c'est le dernier rempart avant l'Europe. C'est la dernière puissance qui empêche peu ou prou l'instauration d'un État islamique du Sahel. C'est évidemment vraiment un sacerdoce pour les soldats. Moi, j'ai été très ému parce que c'est un vrai héros, Mathieu, qui est tué, Maxime Blasco. C'est absolument délirant ce qu'il a fait. Donc il fait partie de cette jeunesse qui se sacrifie véritablement au sens premier du terme, comme dernier rideau. Si vous voulez, ça va très vite pour les gens qui connaissent un peu. Après vous montez Mauritanie, Sénégal, après c'est très vite Maroc, Algérie et l'Europe. Donc ça veut dire que véritablement quelle folie avons-nous de quitter Barkhane. Et surtout, mais je comprends le point de vue, mais quelle folie à l'Europe de ne pas comprendre qu'il faut aider la France qui est un dans peu cette seul, quand mission, même. tout à fait seul. C'est ça le problème. Quelle folie du gouvernement malien, quelle folie des services spéciaux. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas vu arriver 2 coups d'État, alors que d'habitude on... Vraie question, alors que les coups d'État en Afrique, on en connaît un rayon. Nous n'avons même pas vu arriver ce qui s'est passé au Tchad aussi. Oui, il y a quand même un souci sur le renseignement français. On fait réagir Emmanuel Dupuis, on fait le tour des vraies voix. Emmanuel Dupuis, qu'est-ce que vous voulez répondre à Françoise Degois qui a dit plein de choses? Oui, il est d'accord. Je suis d'accord, évidemment. Je ne peux être que être d'accord, avec néanmoins des petits bémols. Premièrement, la France
combat deux organisations, il faut toujours le rappeler. Même trois, deux organisations. Oui, oui. Il y a l'État islamique dans le Grand Sahara, dont on a décapité le leadership avec l'annonce tardive, un mois après sa mort, de Hanan Abou Walid al-Sahraoui, le chef donc de cette organisation qui, comme son nom l'indique, n'est pas malien, et donc a prêté allégeance à Daesh très tôt, finalement en 2015, ça a été reconnu en 2007. Et puis l'autre organisation terroriste, ou la kyrielle d'organisation terroriste, qui est plus d'essence malienne, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, sous la férule d'un chef touareg, originaire de la région de Thessalie, Yad al-Ghali, qui lui, évidemment, est dans une autre configuration, un djihad national, un peu, même si comparaison n'est pas raison, la différence qu'il y a entre l'État islamique, province du Khorasan, et les talibans. Vous avez, on peut continuer avec Boko Haram aussi, si vous voulez, un peu plus loin vers le Tchad. Bien sûr. D'une phrase, Boko Haram, c'est pas tout à fait la même région, parce que Boko Haram, c'est autour du lac Tchad. Ça concerne plutôt le Tchad, le Niger et le Nigeria. La parole... D'un point... Oui, court, parce qu'on préfère réagir les vraies voix. Ça veut dire que maintenant, l'objectif, c'est d'éradiquer le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et donc, faire comprendre que les Maliens qui souffrent, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti il y a quelques semaines, il y a eu 547 précisément victimes entre avril et juin, que le vrai ennemi des Maliens est celui qui tue des soldats français, en l'occurrence Maxime Blasco, c'est bien Yad al-Ghali et donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Philippe Bilger. Emmanuel Dupuy, est-ce qu'au fond, en tentant de se placer dans la tête du président Macron, s'il ne voit pas ça comme une usurpation, est-ce que... qu'est-ce qui peut se dérouler dans un cerveau présidentiel? Comment doit-il arbitrer entre clairement une volonté sans doute ignorante de désengagement de la part des citoyens qui ne connaissent pas cette réalité géopolitique et l'obligation d'y être et d'en être? Comment on peut arbitrer, à votre avis, dans ces cas-là tout de même? Sinon, comme l'a dit Françoise Degois, en allant vers l'Europe, mais qui ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Emmanuel Dupuy. C'est vrai que c'est la quadrature du cercle, si j'ose dire, parce qu'il y a toujours la volonté de se placer aux côtés de ceux qui souffrent le plus. Bien sûr, il faut rappeler qu'il y a eu 52 militaires français morts en opération, 56 en tout qui sont morts durant ou depuis l'installation des troupes françaises, donc en janvier 2013. Mais il faut surtout rappeler que ce sont les Maliens qui souffrent le plus. Je crois les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, évidemment, et c'est également les Tchadiens et aussi les Nigérians. Par rapport à la folie donc de l'installation de Boko Haram, 30 000 Nigérians ont perdu la vie depuis 2009. Donc c'est vrai que le président est pris à son propre piège d'aider les autorités maliennes, les frêles forces armées maliennes qui n'ont pas su se reconstituer car elles ont été un peu laminées par des différents coups d'État. C'est le deuxième coup d'État depuis août 2020, mais il y en a eu un précédemment en 2012 avec l'arrivée au pouvoir du capitaine Sanogo. Et il faut aussi avoir la certitude de penser que la France est effectivement dans ce piège de vouloir partir, à condition que les pays européens partagent la même préoccupation. Et force est de constater que beaucoup de nos partenaires européens ne perçoivent pas la menace djihadiste de la même manière. Comment aller expliquer à un Slovène, dont le président assure actuellement la présidence du Conseil européen, que les intérêts slovènes inexistants au Sahel sont mis en péril par des groupes armés qui n'ont que le seul objectif de piller et de rendre la vie impossible pour les autorités et les populations dans lesquelles ils vivent. Jean Dorido. Oui, non, j'aurais une question à notre invité. Emmanuel Dupuy. C'est qu'on a quand même des puissances économiques mondiales qui sont aussi d'énormes puissances militaires. Les États-Unis d'Amérique, les Chinois, les Russes, avec notamment cette société Wagner, là, qui est une espèce de cheval de Troie, là, ou de figure de proue, là. Bon. Et c'est vrai qu'on se demande effectivement, c'est un petit peu la même question que Philippe, quelles sont les perspectives? Parce que la France reste une grande puissance militaire quand même. On a l'arme atomique, on est au Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, c'est quoi les grandes perspectives? On a perdu 56 milliards là avec le contrat des Australiens. C'est quoi les grandes perspectives à 20, 30, 40, 50 ans pour rester une grande puissance militaire, donc une grande puissance diplomatique dans le monde?
C'est précisément tout l'objet du dialogue que nous devons avoir avec les États-Unis. Les États-Unis et la France, si j'ai bien compris la tonalité du discours, du dialogue qu'ont eu le président Biden et le président Macron, comprend parfaitement la nécessité de tendre vers cette autonomie stratégique. Autonomie stratégique qui nous permet d'intervenir au Mali en janvier 2013, en République centrafricaine en décembre de la même année, tout seul. Néanmoins, l'autonomie stratégique, on peut la prendre dans deux directions. Premièrement, une autonomie stratégique qui fait la part belle aux intérêts américains, car de toute façon, les Européens ont acheté du matériel américain qui va les rendre dépendants des entreprises américaines pour 50 ans. Donc l'autonomie stratégique n'existe pas à partir du moment où les pays qui la prônent ont tous acheté du matériel américain. Prenons l'exemple des Pays-Bas qui ont acheté des F-35 plutôt que des Rafales, et peut-être demain les Croates qui hésitent entre les Rafales et les F-35. Et puis il y a effectivement ce concept de concurrence des puissances. Vous avez mentionné la Russie, on pourrait rajouter la Turquie, qui est une puissance qui monte, qui joue de plus en plus, multiplication par 4. Des investissements turcs. Et qui est membre de l'OTAN. C'est un vrai problème, ça. Et qui est accessoirement multiplication par 2, vous êtes d'accord, Emmanuel, vous êtes d'accord, oui. Par 2 des représentations diplomatiques de la Turquie en Afrique. 44 sur les 54 pays, vous avez raison de mentionner. Et donc du coup, il rattrape très vite et la croissance est exponentielle. Et bientôt, il y aura autant de représentation turque qu'il n'y a de représentation chinoise sur le continent africain. Et peut-être potentiellement plus de représentation turque que de représentation française. Donc oui, vous avez raison, c'est un jeu de puissance qui se joue dans le Sahel. D'une phrase, les États-Unis ne partagent pas tout à fait la même perception que nous avons donc de la réalité sur le terrain. Les Américains ne cessent de dire qu'il faut arrêter l'interventionnisme européen au Sahel, tout simplement parce qu'on a une façon bilatérale de gérer les relations entre les deux pays. Emmanuel Dupuis, on parlait depuis des années de la Chine-Afrique. Là, en vous entendant avec Wagner, on a un peu la Russe-Afrique, voire même la Turque-Afrique. Est-ce que la France, on va parler vrai, on est sur Sud Radio, n'est pas en train de se faire foutre dehors de son précaré par d'autres grandes puissances ? Ça fait longtemps que c'est une réalité. Prenons la région élargie de l'Afrique de l'Ouest, ou pour ne pas dire l'Afrique du Nord. L'Espagne est devenue un partenaire plus volume en termes de capacité financière supérieure aux investissements français au Maroc. L'Algérie, qui longtemps a hésité à jouer franc jeu avec les Français, a décidé de se confier davantage, ou de confier plutôt davantage de ces marchés à la Chine, qui est devenue le premier partenaire de l'Algérie. Il nous reste la Tunisie avec un volume évidemment moindre. Donc oui, bien évidemment, la question du déclassement ou la question de la vive concurrence qui est en train de se jouer au Sahel ou en Afrique de l'Ouest est aussi évidemment une réalité. C'est une réalité qui n'a pas attendu l'intervention militaire française. En gros, si vous m'autorisez l'expression, nous y sommes allés la fleur au fusil, alors même que nous n'avons même pas, et c'est tout le paradoxe, défendu nos intérêts économiques. Pendant très longtemps, on a entendu les critiques dire que la France est au Sahel pour défendre ses intérêts. Aucune entreprise française n'a obtenu les marchés, des grands marchés en termes de gestion minière dans le nord du Mali. Ce sont des Italiens, ce sont des Canadiens, ce sont des Australiens. Sur les 17 concessions minières au Burkina Faso, aucune n'a été gagnée par la France. Donc l'argument sur lequel nous y sommes pour défendre nos intérêts économiques n'est même pas vrai. Françoise de Gouin, vous savez très bien que l'argument avancé par François Hollande n'a pas été un argument économique, ça a été un argument moral, et il faut sauver, il faut empêcher que Bamako tombe aux mains. Mais bien sûr, ça c'est très puissant. Au-delà de ça, là je suis d'accord, on reste quand même assez solide sur nos positions. Il faut pas, on est assez solide en Côte d'Ivoire, on est quand même assez solide quand même dans l'Afrique de l'Ouest. Je suis d'accord avec vous sur le Maghreb, mais il y a des liens historiques, probablement d'ailleurs qu'on a tardé à les assainir, ces liens. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être qu'on a trop tardé dans la France-Afrique pour ne pas assez créer rapidement une relation véritable de France-Afrique. Et puis il y a tout le développement de l'Afrique de l'Est qui nous échappe totalement. Moi j'ai été frappé de voir le développement d'un pays comme l'Éthiopie par exemple, où nous sommes complètement absents. Par contre, les Américains auraient tort, et ça c'est notre diplomatie qui n'arrive pas à leur expliquer. Ils ont tort, les anglo-saxons, de se désolidariser de ce qui se passe au Sahel, parce que ils nous aident bien sûr avec les renseignements, les Américains, mais ce qui se passe au Sahel nous concernera tous rapidement,
et en Europe, et c'est absolument pas l'Atlantique qui préservera les États-Unis de quoi que ce soit. Emmanuel Dupuis. Oui, pour ajouter par rapport à ce qu'a dit Florence fort justement. Françoise. Pardon, Je vous en prie. Il y a un autre élément qui a amené la France à intervenir, évidemment pour sauver Bamako, c'est la coopération politique. Il faut avoir à l'esprit que le leadership politique de cette France-Afrique que vous évoquez est à peu près subséquente de l'international socialiste. Alpha Condé était un ancien militant socialiste, Ibrahim Boubacar Keïta... On ne parle pas de Bongo, on parlons de Ali Bongo. Oui, ou de Ali Bongo, mais là c'était au Gabon. Je prends les trois exemples. Oui, bien sûr, mais on peut les multiplier. Voilà, je prends l'exemple d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui était un militant socialiste, ou l'exemple du président Issoufou, qui appartenait, l'ancien président du Niger, qui appartenait... On peut parler de Macky Sall aussi, qui est socialiste, le président du Sénégal. Donc ça veut dire que beaucoup de notre interventionnisme est aussi mu par une forme de personnification idéologique et qui, je crois, n'engage pas le président Macron, en tout cas de ce que je crois du président Macron. Lui, il veut s'en extirper. Donc d'une certaine façon, il faut lui donner quitus à se considérer que notre relation ne peut pas, comme vous l'avez très bien dit, se limiter à des relations entre chefs d'État et de gouvernement. Jean Dorido. Oui, non, une question à Emmanuel Dupuis par rapport justement à cette espèce de maladresse. Si je comprends bien, on investit énormément d'énergie et de ressources humaines, même aux pires extrémités, pour protéger ces territoires de 52 morts maintenant. Exactement. Et comment ça se fait? Alors, je vous entends dire que les concessions minières, les entreprises françaises ont tout loupé. Comment ça se fait? On manque de synergie? C'est pas coordonné? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas quand même à récupérer un petit peu une espèce de retour quand même par rapport à tout ça? Je crois très sincèrement que on est particulièrement frileux pour dire, contrairement aux anglo-saxons ou à la Grande-Bretagne notamment, aux États-Unis, qu'il n'y a rien de mal à aider des pays africains à assurer la sécurité, mais bien sûr aussi parce qu'il en va de notre intérêt. Et je crois que le narratif un peu humaniste ou excessivement humaniste, de dire qu'on est là absolument pas pour défendre des intérêts, trouve sa limite. Effectivement, quand les troupes françaises perdent des hommes, mais qu'en échange, il n'y ait pas de l'appréciation de la part de l'opinion publique, pire, il y a une forme de détestation, une forme de remise en cause, ou un climat assez malsain. Prenez l'exemple du Sénégal, je crois que c'était Françoise de nouveau qui évoquait le Sénégal. Bien sûr. Si on part du principe que les 18-24 ans ont pour 70% une image négative de la France, on parle du Sénégal. Le chiffre est à peu près équivalent, un petit peu moins amoindri par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc il y a effectivement, auprès d'une jeunesse que nous n'avons pas accompagnée dans son développement, auprès d'une jeunesse à qui l'on a fait croire que le soutien à des présidents qui briguent pour certains 5 ou 6 mandats, c'était le cas de feu le président Déby au Tchad, 7e mandat pour le président Biya au Cameroun, 3e mandat désormais non achevé pour le président Alpha Condé en Guinée et 3e mandat pour le président Ouattara. Oui, bien sûr, ce sont des puissants moteurs de, non pas de détestation, mais de remise en cause d'une certaine forme d'appréciation de ce que la France peut apporter. Mais parce que elle n'apporte plus l'alternance, elle n'apporte plus la démocratie. Juste une question, Emmanuel Dupuis. Vous avez très bien expliqué tout cela. Est-ce que vous pensez réellement qu'une autre politique est possible facilement? Alors facilement, non, mais une autre politique est toujours possible. La facilité vient évidemment par l'intelligence ou l'agilité. Je crois néanmoins que des politiques se mettent en place sur de long terme. Et je crois qu'on aurait tort de penser que rien n'est faisable. Au contraire, il faut investir dans les jeunesses, il faut investir dans les altérités, c'est-à-dire dans les oppositions. En France, on a eu tendance à considérer qu'il fallait discuter avec le chef, celui qui est au pouvoir, et non pas celui qui pourrait incarner une alternance. C'est une grossière erreur. Les anglo-saxons, de nouveau, les Américains, parlent avec tout le monde, avec les opposants, d'ailleurs soutiennent les opposants. Nous ne soutenons plus les opposants, nous ne donnons plus l'espoir à des pays dont la seule alternative finalement est de penser qu'une transition militaire vaut mieux, un coup d'État vaut mieux qu'une élection, puisque ces élections ne sont plus considérées comme étant juste transparentes. Juste pour dire qu'on a quand même tiré sur la corde au maximum, probablement plus que n'importe quelle autre grande nation. On continue à tirer sur la corde en Guinée. Donc l'idée que nous ne sommes pas servis, nous nous sommes beaucoup servis. Et dans le nord du Mali, je regardais les dossiers dont vous parlez. Bien sûr, les Canadiens ont pris les concessions parce que c'est normal, c'est les meilleurs. Les Canadiens et les Italiens sont supérieurs
supérieur à nous. Donc le temps du papa Buana blanc qui pouvait arriver était prioritaire, il est fini et moi je suis pas sûr que ça soit une mauvaise chose en fait. Verdict. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Verdict sur Twitter. Vous êtes 90,4% à dire oui, la France doit se retirer du Mali. De suite, on va aller dans la ville d'un certain Francis Cabrel où s'était d'ailleurs rendu Yvan Cujous pour son loft musique. On va prendre la direction d'Astafort.